vous êtes jeune, parce que vous n'avez pas 40 ans. Non, j'ai 36 ans, enfin bientôt 36 ans, mais la jeunesse c'est quelque chose qui passe très très vite. En revanche, vous avez une carrière politique qui est quand même importante, puisque vous avez présidé les jeunes UDF il y a Oui, longtemps. c'était quand ça existait encore, donc ça fait très longtemps maintenant. Mais voilà, mais ce sont des racines. Et aujourd'hui, vous êtes conseiller d'arrondissement en charge des déplacements, on en parlera tout à l'heure. Mais vous êtes aussi conseiller métropolitain depuis très peu de temps, puisque vous avez pris la place du député Fenech, qu'on avait reçu ici à plusieurs reprises. Vous l'avez remplacé, non pas dans son groupe, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des jeunes UDF, vous êtes venus aux vieux UDI. Non, je suis centriste avant tout. Ouais. Aujourd'hui, je suis sans parti, je suis sans étiquette. Et je suis apparenté au groupe UDI, qui était le groupe qui se rapprochait le plus de mes idées et de mes convictions. D'accord, alors le groupe UDI, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent, l'UDI, c'est Jean-Christophe Lagarde. Oui, c'est le parti de centre-droit Voilà. qui va de Jean-Christophe Lagarde, enfin qui regroupe un peu les élus modérés en général, dans la plupart des collectivités. Jean-Christophe Lagarde, qu'on a reçu aussi ici à un moment donné. Alors, on n'est pas là pour parler des autres, mais pour parler de vous. Marco Goyard, vous parlez 4 langues, dont le polonais Oui. et l'allemand. Oui. Vous étiez un très bon élève ou vous êtes d'origine polonaise? Ma mère est polonaise. Toute la D'accord. famille maternelle est polonaise, donc pour communiquer avec mes cousins pendant les fêtes de Noël, il fallait bien que je trouve une langue, et c'était leur langue qu'on a choisie. Et vous êtes amoureux de Berlin, on y Ouais. reviendra parce que c'est un sujet d'actualité avec aussi l'Europe. Mais je voulais avant tout vous poser une première question. Vous êtes jeune, vous êtes centriste, vous êtes sans étiquette. Comment se fait-il que vous n'avez pas rejoint Emmanuel Macron pour vous faire élire aux législatives? C'est une bonne question. Il est vrai que Emmanuel Macron correspond, enfin en tout cas ce qu'il portait, son projet, et qu'il porte toujours, ne peut faire que rendre un centriste heureux. Il est pro-européen, il est pour le progrès, il veut allier la liberté et la solidarité. En tout point, je me reconnais dans cette démarche. Le seul problème d'Emmanuel Macron, c'était la déclinaison locale de son mouvement, et à Lyon, il était représenté par, en fait, le Parti Socialiste, en tout cas une grande partie de personnes qui étaient dans la politique avant que je sois né, et qui donc n'étaient pas forcément ceux qui représentaient le plus cette idée et Alors cette avant, démarche. Marco Goyard, conseiller métropolitain et municipal du 6e, sont des vieux, donc ça veut dire que Gérard Collomb, Képénékian, Kimmelfeld, c'est la vieille génération pour vous. Pas pour les trois que vous avez cités. David Kimmelfeld était encore le président de la métropole, un bon président, on peut le reconnaître. C'était plus Gérard Collomb qui a montré tout au long de sa carrière qu'il était loin de cette démarche de réellement allier le progrès et la liberté, de renouveler les pratiques politiques. Il a été élu depuis 1977. J'en vois encore aujourd'hui qu'il essaie un nouveau tour de piste pour retenter en Il 2020. est à nouveau élu, je crois, maire de Lyon. Il est maire de Lyon, effectivement. On l'a vu encore dans la cérémonie des vœux, qu'il refait un tour de piste et qu'il a envie d'y retourner. Il y a un moment, il faut savoir aussi un peu laisser sa place, notamment quand on a exercé de si grandes responsabilités que celle de maire de Lyon depuis 2001. Est-ce que vous pensez que cette crise politique aujourd'hui que nous avons en France, qui est une crise économique, bien sûr, une crise financière, bien sûr, est-ce qu'elle est due aussi à ce personnel politique qui est un petit peu vieillissant, ou carrément vieillissant, dont on a espéré qu'il change, et puis finalement, rien ne change, puisque les ronds-points sont toujours occupés, et que la veille, on n'est pas à la veille, mais le grand débat national est mis en place depuis une semaine. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous qui êtes jeune, en politique, et qui êtes quand même politisé, centriste. Ah oui, complètement. Mais on n'a que 20 minutes ou On n'a que 20 minutes, donc il va falloir faire bref. Mais vous êtes avocat dans une autre vie. Synthèse, oui. Voilà. Il faut avoir l'esprit de synthèse. En fait, c'est pas tant le personnel vieillissant qui est important, c'est plutôt les pratiques qui ont été vieillissantes et qui n'ont pas été renouvelées. Il y a plusieurs signaux d'alarme ces dernières années. Enfin, dès 2002, quand Le Pen est arrivé au second tour, on aurait déjà dû renouveler quelque chose, on aurait dû changer quelque chose. On ne l'a pas fait. Et ensuite, il y a eu le référendum de 2005 sur l'Europe. Là aussi, on aurait dû renouveler quelque chose et on ne l'a pas fait. Et après, on a accumulé pendant de nombreuses années les promesses le jour des élections et puis le reniement quelques jours après. Et là, pour une fois, on a un président qui a dit ce qu'il ferait, qu'il fait ce qu'il a dit. Et peut-être que c'est ça aussi qui déboussole un peu les gens. Et Vous trouvez qu'il fait ce qu'il dit? Il n'a fait que 20 mois qu'il est élu, mais en tout cas, il a lancé les choses pour faire en sorte qu'il applique ce qu'il a dit qu'il ferait. En cela, on peut au moins le reconnaître, même si on n'est pas forcément toujours dans ses soutiens. Mais vous voyez, je pense que les Français aujourd'hui sont un peu déboussolés parce qu'ils avaient une grosse espérance,
accumulé à plusieurs années de rejet de la politique parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et donc cette impatience alliée à cette volonté de faire fait que, et puis peut-être aussi à quelques maladresses, fait que c'est un petit cocktail un peu explosif qui fait qu'aujourd'hui les gens veulent prendre la parole, parfois maladroitement, parfois de manière scandaleuse, inacceptable. Et Comme parfois par aussi exemple. avec tous ces propos de haine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, même parfois dans les manifestations, les déchaînements de violence qu'on a vus dans certaines manifestations, tout ça est inacceptable. Mais à côté, il y a aussi des paroles responsables, des paroles qui doivent être entendues, et le cadre du grand débat national est à mon avis excellent pour cela. On va y revenir, mais je voudrais que vous reveniez sur... il y a beaucoup d'antisémitisme qui pointe depuis des semaines et des semaines. On est à Radio Judaïka, ça devient inadmissible. Il y a des sites qui ouvrent et qui ferment sans arrêt. Un qui s'appelle Démocratie participative, interdit il y a quelques semaines et qui réapparaît sur les ondes. Vous, en tant que politique, c'est quoi les actions? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'on a raté? Je ne sais pas. Alors je crois que qu'est-ce qu'on peut faire dans les médias? C'est à mon avis, dès qu'on voit qu'il y a des propos antisémites qui sont portés, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans une publication, dans la rue, il faut à tout prix porter plainte. Il faut porter cette affaire en justice. On ne peut pas laisser passer ce genre de propos. Et ce qui est vrai pour les propos antisémites est vrai aussi pour les propos racistes au sens large, mais aussi homophobes, ou en tout cas tout ce qui consiste à pointer le doigt sur l'autre parce qu'il est différent, parce qu'il n'est pas comme soi-même. Il est important, à court terme déjà, de faire cela. Après, sur long terme, il y a une question d'éducation. Il faut qu'on revoie peut-être les paradigmes à l'école. Comment est-ce qu'on apprend la tolérance? Comment est-ce qu'on apprend à vivre, à partager la vie avec les autres, avec des gens qui ne sont pas forcément. Et vous pensez que Blanquer le fait, là? Je pense qu'en tout cas, il revient à certaines bases qui permettront d'aller dans ce sens et dans cette voie. En tout cas, c'est nécessaire. Je le vois, on le voit aussi un peu avec les générations. On voit bien que l'approche sur les thématiques du genre est un peu différente en fonction de la génération, en fonction du temps comment est-ce qu'on a été sensibilisé à cela. Peut-être que ma génération a été un peu plus sensibilisée à ce genre de choses, même si je remarque et je regrette que beaucoup de jeunes aussi tombent dans ces propos racistes et haineux et qu'il faut les condamner. Mais je pense qu'il faut reprendre sur l'éducation et en même temps, il faut condamner dès que quelqu'un franchit la ligne. On ne peut pas accepter ce genre de propos. Marco Goyard, donc élu du 6e, mais aussi de la métropole. Je voudrais revenir sur le grand débat national. Une porte s'est ouverte et vous m'avez tendu une perche avec les migrants. Il y a aujourd'hui un volet sur les migrants dans ces cahiers de doléances. Donc ce grand débat national, pour vous, c'est important. Est-ce que ça doit juste être un cahier de doléances? Et au niveau des migrants, est-ce que ce sujet-là, apporté en direct sur un plateau par Emmanuel Macron, est bon au milieu de ce grand débat? Il peut l'être. On ne peut pas rester en se disant qu'il y a un grand débat et que finalement on ne va pas parler sur des sujets qui, semble-t-il, intéressent beaucoup de personnes. Et peut-être que le fait de parler du problème des migrants, de l'immigration en général, permettra peut-être aussi de tailler en pièces les fausses nouvelles, les fausses idées que l'on voit se répandre parfois sur les réseaux sociaux, en disant que notre pays est submergé, que nos frontières ne sont plus respectées. Deuxième etc. pays d'accueil en Europe. Hein. Oui, mais il y a une différence entre l'accueil et se faire submerger. Notre pays a une longue tradition d'accueil des personnes persécutées, des personnes qui ont fait l'objet de menaces, de persécutions dans leur pays. Ça, c'est notre pays, ça, c'est l'honneur de notre pays que d'accepter les gens qui sont victimes de ces persécutions. Et puis, il y a aussi une immigration économique, et c'est plutôt bon signe en général. Quand un pays attire de l'immigration économique, c'est que finalement, il y a du travail à chercher, et qu'il y a en tout cas des perspectives. Donc il faut aussi voir l'immigration d'un autre sens. Puis il y a aussi à côté une immigration clandestine, une immigration qui ne respecte pas les règles. Et là, il y a la loi doit être appliquée. Donc voilà, il y a même un tribunal. Il y a des tribunaux qui s'expriment, il y a des préfectures qui prennent les décisions qu'elles doivent prendre, qui peuvent être contestées. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on en parle. Et peut-être que ça permettra, et je l'espère en tout cas, de casser ces fake news, comme on dit aujourd'hui, en tout cas toutes ces mauvaises idées, ces mauvaises choses, un peu ce champ sur lequel on laisse un peu pousser les mauvaises herbes du racisme d'ailleurs, dans le débat actuel. On parle des migrants, on arrive en Europe rapidement. Vous êtes pro-européen, les centristes le sont. Vous, que j'ai dit en début d'émission, que vous parliez 4 langues, que vous aimiez Berlin dont on a cru qu'elle serait la capitale un jour de l'Europe. L'Europe, personne n'a envie aujourd'hui, ça fait plus, excusez-moi, plaisir à personne, cette Europe. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? L'Europe n'a pas toujours été un long chemin tranquille.
Depuis les années 50, il y a eu des moments de crise très lourds, les années 70, Mais là, il y a n'ont pas des été élections. très Là. simples. Il y a des élections dans 4 mois. Il y a eu une session la semaine dernière du Parlement européen qui abordait des sujets très importants. On n'en a pas entendu une seule seconde dans les médias au sens large. Donc je pense qu'en fait, l'Europe, c'est un malentendu finalement peut-être. C'est qu'il y a une structure, l'Union européenne, qui fonctionne bon an mal an. Il y a un problème d'information sur ce qu'elle fait. Et beaucoup de citoyens en fait ne savent pas ce qui se passe. Et quand ils ne savent pas, eh bien ils sont Ah, un mais peu comment on va leur... dans le refus. Alors tout simplement en leur expliquant, en le faisant. Bâton de pèlerin tous les jours? Mais c'est ce qu'il faut, c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est l'art de répéter, mais s'il faut répéter, répétons. Il est important, là aussi, d'essayer de répondre aux citoyens, parce que aujourd'hui, il y a ces élections, là, au mois de mai, le 26 mai. Les gens vont voter. Si on ne leur dit pas pourquoi ils votent, et qu'on leur rappelle à quoi va vraiment servir ce bulletin de vote qu'ils mettront dans l'urne, ce ne sera pas là pour dire pour ou contre Macron, pour ou contre les Gilets jaunes. C'est pas un débat européen, ça. Le débat européen, c'est de savoir... Malheureusement. Ben, c'est le rôle des Européens que de rappeler aussi. Alors peut-être parfois en prêchant dans le vent, mais en tout cas, il faut le faire, il faut le dire, en disant qu'on vote aux élections européennes pour le projet européen. Qu'est-ce qu'on veut comme règle pour protéger les consommateurs au niveau européen? Est-ce qu'on veut une sécurité au niveau européen? Comment est-ce qu'on veut que l'Europe ait des moyens de lutter contre le terrorisme? Parce qu'on ne peut pas le faire seul. Vous parlez d'immigration tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu la marine nationale française seule qui peut protéger nos côtes? Est-ce que c'est la France toute seule qui peut agir sur la question de la migration dans le monde?